L'accouchement a duré 12 heures. Timothée avait un poids inférieur à la normale, cadeau de papa. Mais maman s'extasiait pourtant sur les petons et les mains riquiquites de son fils. Comme quoi, l'affection d'une mère finit toujours par trouver le chemin de la tendresse. Même si à mes yeux, je n'avais fait que planter ma semence contaminée dans le ventre d'Agathe. Je ne cessais de faire des allers-retours entre la salle d'attente et les toilettes pendant ces 12 heures interminables. J'ignorais si je serais capable d'aimer mon fils, quoi qu'il arrive. J'ai trop d'empathie pour supporter la vue des handicapés mentaux. Et quand j'en croise dans la rue, je me dis qu'il aurait été préférable pour ces personnes de ne jamais être venues au monde. Tous les parents se reprochent un jour ou l'autre de ne pas avoir pu accueillir leur progéniture dans le meilleur des mondes. Et pendant qu'Agathe s'essoufflait, transpirait, se dilatait, se déchirait en salle de travail, je me suis de nouveau réfugié aux toilettes, où je me suis aspergé le visage d'eau froide, puis d'eau brûlante, poursuivi par ces pensées terrifiantes qui me donnaient envie de vomir. Oh merde, qu'est-ce que j'ai fait, pourvu que Tim ne me ressemble pas. Et les choses s'enchaînent, sans que j'aie le temps de reprendre mon calme. Je pénètre, pétrifié, dans la salle d'accouchement, ne touchant à rien, évitant tout contact avec le matériel médical et les perfusions, comme si je n'avais rien à faire ici. Quand la sage-femme me demande si je souhaite couper le cordon ombilical, je décline cet honneur. Je m'écrase, comme toujours, et sans même un murmure, d'un simple mouvement du menton, lui signifie que je ne peux pas. Je me souviens d'avoir pleuré. Le personnel a dû prendre ces effusions pour des larmes de joie, mais il se trompait. C'était la panique. Un mécanisme interne m'avait lâché. Tremblement, sang qui battait dans mon cœur et dans mes tempes, comme des coups assourdis de matraque. J'ai gauchement tendu les bras quand mon fils m'a été offert. « Viens voir papa, bonhomme. » Et toute ma vie dévastée d'angoisse a ressurgi en un cri silencieux, à l'intention de Tim. « Fils, je t'en prie, pardonne-moi. » Les premières semaines me parurent moins alarmantes, parce qu'Agathe était aussi paumée que moi. Ceux qui ont du métier pourront toujours sourire, mais putain, quelle trouille de devenir parent. Un véritable capharnaüm a secoué notre appartement le premier mois, avant que les couches et les biberons ne prennent chacun leur place, dans ce qui était jadis le logement typique de tous les couples sans enfants. Puis, les horaires se sont installés d'eux-mêmes, progressivement. Nous n'avons plus consulté le planning des allaitements et des changes qu'Agathe notait, consciencieuse, sur le tableau accroché dans la cuisine. Elle s'est habituée et je me suis habitué. Plus tard seulement, la tendance s'est inversée, et je suis devenu un simple soldat qui suivait les instructions de son chef de section, attendant et exécutant les ordres, mais ne prenant aucune initiative. Agathe travaillait à la bibliothèque de Mornay. Je touchais la AAH, allocation pour adultes handicapés, mais je trouve que le sigle fait moins peur. Taré. J'avais la charge de Tim pendant qu'Agathe effectuait jour après jour ses 9-6, comme l'appellent avec dédain ceux qui méprisent les fonctionnaires. Elle adorait son travail, mais il n'empêche que les fonctions de bibliothécaire sont fatigantes. Pour moi, ni compte ni facture à gérer, seulement des lessives à faire, le ménage et la cuisine, faire en sorte que l'appartement soit propre à son retour. Mais pour autant, mes peurs n'avaient pas disparu. Je les avais remisées dans la cave de mon esprit à grand renfort de Lysanxia et de tertian. Le cocktail anxiolytique neuroleptique était fortement déconseillé, mais sans lui je ne tenais pas le coup. Dépression postpartum, envie de suicide, morale et estime de soi tombées dans les profondeurs d'un puits dès lors que Tim pleurait 2 ou 3 heures d'affilée, et que je me sentais impuissant. Alors, j'appelais Agathe. « Bibliothèque municipale de Mornay, bonjour !» faisait la voix guillerette d'une femme de l'accueil. « Bonjour, Vincent Deschamps à l'appareil. Pourrais-je parler à Agathe ?» Patientez un instant. Bruit de combiné. Elle est en réunion, mais je peux prendre un message ? Dites-lui de me rappeler, s'il vous plaît, c'est assez urgent. Le soir, en rentrant, Agathe contenait dans sa voix et ses regards fuyants son exaspération. Vincent, Tim fait ses dents. Tu ne peux
pas m'appeler au travail à chaque fois qu'il pleure. D'accord, chérie. Hoche la tête comme si tu avais compris la leçon. Comme si tu n'avais pas recommencé. Puisse Timothée apprendre vite à chier, pisser, manger et se changer tout seul. Parce que distinguer un mal de dents d'un pleur de faim, papa en est incapable. Papa doit trouver un moyen de garder sa tête en état, fiston. Et la seule méthode qu'il connaisse est celle qu'on recommande aux dépressifs, pour remonter des eaux sombres jusqu'à la surface et happer un peu d'air. La routine. Les habitudes. Les habitudes réglées sur le cadran d'une horloge au détriment des envies, de la spontanéité et même du bon sens. C'est pour ça que papa te change à heure fixe et se rend parfois compte que tu as mariné dans ta couche. Pour ne pas sombrer dans la panique et déchirer la fine membrane qui sépare le tout va bien de la folie complète, papa a décidé de consacrer toute la journée à ranger et nettoyer l'appartement. Mais là où maman s'accorderait une pause, entre la lessive et l'aspirateur, papa se met à quatre pattes pour inspecter mètre carré par mètre carré la moquette à la recherche des grains de poussière. Puis l'aspirateur rugit de nouveau. Quand il aura fini de faire ça, il passera un coup de siffle dans la cuisine. Quand tout sera en ordre, et qu'il ne restera plus qu'une heure ou deux avant que maman revienne à la maison, papa ira s'asseoir sur le canapé au milieu du salon et attendra sans rien faire. Son cerveau ne se connecte pas à ses membres. Il y a comme un problème de transfo. Papa essaie depuis 2 heures de se lever, mais il a beau se commander « Lève-toi !» Ses jambes et ses bras restent paralysés jusqu'au retour de maman. Arrête de pleurer, Tim, je t'en supplie. Arrête de pleurer. Tiens, tu vois, fiston, je te prends dans mes bras, je te chante une berceuse, celle que ma mère fredonnait quand j'étais petit, avec un zébu tout moche que le troupeau rejette et que sa mère console. Regarde, papa t'aime, il fait ce qu'il peut. Pourquoi tu pleures cette fois? Tu es malade encore? C'est cette foutue diarrhée qui te brûle les intestins. Je vais chercher le médicament dans la cuisine, je vais t'apporter ton biberon de lait. Connerie! Le lait file la chiasse. Alors de l'eau peut-être? Est-ce qu'on peut donner de l'eau du robinet à un nourrisson? Est-ce qu'ils boivent de l'eau? Pourquoi je me rappelle pas? Arrête de pleurer, je t'en prie. Le corps humain est composé à 99% d'eau, mais t'es trop con pour le savoir. Mon cerveau s'est connecté tout à coup. On a rebranché les fusibles, et j'ai repris Tim dans mes bras et l'ai posé doucement sur la table à langer, pour voir l'étendue des dégâts. Puanteur aigre, une flaque de merde liquide, et Tim, agitant ses mains et ses jambes potelées, se tordant de douleur. En désespoir de cause, je passe un coup de fil au pédiatre, qui me dit de te soigner en te préparant un biberon d'eau de riz. Papa t'aime, mais il est nul. Le soir, au lit, je m'attelle au seul domaine où Agathe ne trouve rien à redire à mes compétences. J'ai au moins la satisfaction d'avoir rempli mon devoir conjugal. Mais rapidement, son expression se durcit. Je le vois, même dans la pénombre. Puis elle me tourne le dos. J'effleure son épaule, sans rien attendre de sa part. Mais sa main rejette la mienne, faisant passer le message. Laisse-moi tranquille, tu veux? Tu m'en veux? Je lui murmure, les yeux fixés sur sa nuque. Non. Répond-elle, d'une voix cassée indiquant le contraire. T'en vouloir pourquoi? Je sais pas. Pour aujourd'hui, le coup de fil pendant que t'étais en réunion. J'ai dû mettre le doigt sur un point sensible. Elle se retourne vers moi. Son visage perd de la dureté qui le marquait quelques minutes plus tôt. Mais il s'en dégage quelque chose de bien plus navrant. Douceur, désolation maternelle. Je n'ai pas de raison de t'en vouloir, dit-elle, le regard fuyant. Ça nous arrive à tous d'être débordés. Muet, le souffle en suspens, j'attends la sentence involontairement assassine qui va suivre. Mais il faudrait vraiment que tu apprennes à te débrouiller pour les choses basiques. J'ai bien vu que tu te donnais du mal pour entretenir l'appartement, mais je préfère retrouver le séjour à la cuisine dans un bordel complet plutôt que de savoir que tu ne t'occupes pas bien de Tim. Elle m'embrasse. Tout n'est peut-être pas perdu. Laisse, j'y vais. Je me lève et enfile mon peignoir. Tim doit faire ses dents. À quel âge les enfants font-ils leurs dents?
Cherche pas. Contente-toi de lui mettre le derrière sec et propre, dans une couche culotte absorbante. Le modèle Mickey Mouse, celui que tu as trouvé trop mimi au supermarché la semaine dernière. Alors fiston, c'est pas la forme, hein? Timothée déglutit, la bave dégoulinant de sa petite bouche. Direction la salle de bain, hein bonhomme? Pendant qu'Agathe tente de se replonger dans le sommeil, je prends Tim dans mes bras et l'emmène jusqu'aux commodités. La salle de bain est une pièce aveugle, éclairée par un néon dont l'éclairage intime zézeille avec un bruit de moucheron. La méthode consiste à taper un coup dessus pour que la lumière soit. Mais la baffe que je colle au tube luminescent effraie Timothée qui pleure et proteste. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Je récite ce mantra en boucle pendant 10 minutes, mais si une baisse de volume est perceptible, je sens que mon pauvre garçon pourrait bien briller plusieurs milliers d'heures encore. Chut, chut, madame, tout va bien. La puanteur aiguë de sa diarrhée m'agresse les narines. Pire qu'une odeur de vinaigre. Je passe consciencieusement les lingettes imbibées de lait pour enfants, depuis la base de son minuscule pénis jusqu'au voie rectale. Sentence. 4 heures du matin. Tim pourrait finir par s'étrangler entre les cris que sa gorge expulse et la morphe qu'elle absorbe. 4 heures d'efforts de câlin pour qu'il se calme, à défaut de s'endormir. J'ai le dos cassé, à force de me tenir penché au-dessus de la table allongée, laquelle consiste en un système clipsé sur les rebords de la baignoire. 4 heures de hargne et de ouin. Épuisé, incapable, je saisis Timothée fermement par le dessous des aisselles et le secoue, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Tu vas te taire, oui! Ce qui arrive aurait dû me réveiller, me donner un coup de fouet, comme une injection de caféine par intraveineuse. Je repose Tim, non pas brutalement, mais avec maladresse. Et voilà qu'il fait une chute grotesque, vaguement amortie par le fond incurvé de la baignoire. Un kaboum, mat, ouaté. Il a retenti à mes oreilles. Et de toute évidence, à celle d'Agathe, qui se lève prestement et s'insinue dans notre scène d'accident domestique. L'inquiétude latente est remontée à la surface, forte et immédiate, une décharge électrique qui réveille son visage malgré les cernes marquées. Et je reste interdit. Mon esprit refuse de décider si je viens réellement de laisser tomber Tim ou si ce n'est qu'un cauchemar de nouveaux parents. Vais-je me réveiller en sueur dans mon lit? Le ouin d'une amplitude richtérienne qui remonte de la baignoire m'indique que non, tu n'es pas en train de rêver, mais pour le bien de Tim, réveille-toi, bordel! Agathe dormira seule dans le lit ce soir. Pauvre con. La nuit est si floue que je ne ressens qu'un léger picotement sur la joue quand elle me colle une gifle. Des pensées stupides me traversent l'esprit. Sa figure est rouge comme un homard. Elle fulmine, elle pisse par les yeux, et ses yeux crient « Connard! Connard !» Une averse de claques désordonnées me grêle le visage. La joue gauche et les tempes, les oreilles, qu'un sifflement transperce alors de part en part. Une dernière sur la nuque, avant qu'un ultime réflexe me fasse me plier en deux pour me soustraire à la suite des réjouissances. La combinaison ultime d'un salaud et d'un père irresponsable. Pas prêter médicaments, c'est ça? Qu'à dormir sur le canapé. Crie Agathe entre deux sanglots. Ma défense se résume à 2 mots. Non, je... Mais s'il reste des survivants enfouis sous quelques ruines de ce qui était mon bon sens, il me dicte de la fermer, car je n'ai pour l'instant ni excuse, ni aucun moyen d'arranger les choses. Je n'en veux pas à Agathe de m'avoir giflé. Elle a conservé une sorte de naïveté à mon égard, et il faut de temps en temps lui rappeler que son compagnon souffre de cyclothymie. Elle n'a pas pu décrocher un mot de toute la journée d'hier. J'ai bien senti ses efforts pour amorcer un dialogue, des petits éclaircissements de gorge pour sortir d'un silence pesant qui se prolongeait. Défaite. Je l'ai regardé changer Tim sans rien dire, préparer le dîner, le coucher, puis se coucher. Un silence écrasant. Ce matin, nous nous sommes surpris à nous adresser la parole. Tim s'est montré récalcitrant avec ses petits pots, et a orné les murs et le sol de la cuisine de belles taches de compote. Agathe et moi nous sommes regardés. Elle a soupiré, souriante, exténuée. Bon. De toute façon, j'imagine que tout sera immaculé à mon retour, pas vrai? J'ai confirmé par un sourire. J'ai essuyé la bouche de mon garçon et lui ai retiré son bavoir. J'ai pensé... A commencé Agathe, un ton hésitant. J'ai pensé qu'on pourrait prendre quelqu'un.
pour t'aider avec Tim. Pour quelque temps. J'ai une amie qui connaît une jeune femme très bien. Je vais l'appeler. D'accord? C'est sans doute une bonne idée. Elle a passé le coup de téléphone. Puis, attrapant son sac à main, s'est mise en quête des clés de voiture. Ça ne t'ennuie pas de me conduire au travail? A-t-elle demandé depuis le couloir de l'entrée. L'assistante maternelle est disponible. Il faudrait que tu emmènes Timothée chez elle pour la journée. Je te laisse te charger des courses. D'accord. Faut que je sois au boulot dans 20 minutes. Tu peux installer Tim dans la voiture. Pas de problème. En vérité, c'est un automate qui a répondu des d'accord et des pas de problème. J'étais incapable de réflexion. Je sentais le puits d'angoisse se remplir. Le niveau de croupi augmentait à une vitesse qui ne présageait rien de bon. Et sous mes airs sereins, je marchais sur un nuage d'anxiolytiques. Connerie d'assistante maternelle. Bien sûr que ça me posait un problème. J'avais voulu être un homme au foyer, je ne serais plus rien. Mais j'avais peur de voir le sourire d'Agathe disparaître. Il se faisait si rare. Je la déposai à la bibliothèque, puis me mis en route pour le domicile de la jeune femme. Quand je me rendis compte que la jauge du réservoir de gasoil pointait dans le rouge. Sur le chemin du centre commercial, je pense à pas mal de choses qui ne concernent pas ma routine. Je pense que dans son immense bonté, Agathe est parfois une belle garce. Je pense que j'ai envie de fumer un joint, de flotter dans un endroit tranquille où je n'aurais pas mis ma copine enceinte. Je regrette d'avoir perdu tous mes contacts. Pour garder ma chair et tendre, j'ai dû sacrifier les numéros de téléphone de plusieurs amis d'enfance. Yann, qui fréquentait toute la racaille du tribunal pour mineurs de Coutances. Pierre, qui avait fait quelque chose de très moche à l'époque du collège, mais s'était assagi entre-temps. Mon cerveau se noie. Le liquide cérébrospinal se mélange à l'eau du puits, plus trouble que jamais. Et la panique s'infiltre. L'inondation me glace la nuque, empoisonne ma moelle épinière et submerge la digue du Lysanxia, et mes mains s'agitent et vibrent. Il règne une froide désolation dans la brume hivernale. En dépit des règles les plus élémentaires du bon sens, je fouille dans la boîte à gants pour dénicher l'ancien et dernier paquet de camel qui me reste. J'allume une cigarette et la fume, presque inconscient de mes gestes, avant de décrocher le tuyau de carburant de son support. Avec mes mains qui tremblent, j'en fous partout. Plus d'une heure que j'ai déposé Agathe à la bibliothèque. Elle m'est totalement sortie de l'esprit. Je suis surpris d'entendre mon téléphone sonner. Cigarette aux lèvres, un mouvement de tête un peu brusque envoie volter des braises minuscules sur le ciment froid de la station. Je me libère une main. Allô? Vincent, c'est Agathe. Une autre gerbe d'étoiles rouges s'échappe du mégot et flirte avec l'ouverture du réservoir. Mais qu'est-ce que tu fiches? L'assistante maternelle vient de m'appeler pour demander si on comptait toujours lui confier Tim aujourd'hui. Connexion, dossier Tim, déposé comme prévu chez Asmat. Une hésitation prolongée. La réalité s'efface. Je fume si vite, à si grande goulée, en tapotant si souvent la cigarette. Est-ce que j'ai remis de l'essence? Que l'œil incandescent se détache de la clope. Coup de vent, et tombe dans le réservoir. Presque aucun souvenir de la suite. La chaleur du brasier, épaisse, brûlante, la fumée du carburant qui emplit les poumons, ma gorge brûle comme un volcan, la nausée m'étrangle, mon fils dans la voiture qui prend feu, ma main qui se couvre de cloques alors que j'actionne la poignée chaude comme du fer chauffé à blanc pour dégager Timothée de son siège auto. Bébé qui pleure, papa qui hurle. Les yeux rouges et la douleur atroce en me réveillant aux urgences. Un médecin, debout devant mon lit, pose un regard vacillant sur moi. Tim, dis-je simplement. Et simplement il secoue la tête.